Alors, je vais conclure cette journée. C'est pas finalement si facile. Je vais essayer de m'en sortir. Et j'ai choisi de vous proposer de m'accompagner dans une promenade qui, j'espère, sera récréative, où je vais vous raconter un peu ma vie. Je m'en excuse. J'ai fait l'exercice un peu particulier de me présenter comme un échantillon de l'architecture, ou de l'architecte plutôt, issu de la deuxième moitié du XXe siècle. Et là, c'est une petite carte qui fait écho à la carte de Jean-Louis Cohen sur l'affiche de cette journée et qui présente un parcours, qui est donc mon parcours. Ensuite, j'ai choisi pour cette présentation une forme un petit peu particulière qui est celle de la lettre que j'ai envoyée à Jean-Louis Cohen, initialement pour répondre à une demande qu'il m'avait faite. Une lettre que j'ai ensuite complétée à l'occasion de la préparation de cette intervention en ces lieux. Je vais donc vous la lire en l'illustrant de quelques photographies et commentaires et en espérant vous faire partager cette visite architecturale des morceaux choisis de mon parcours dans la modernité. Donc vous verrez que la chronologie n'est absolument pas respectée, le fil conducteur de cette présentation étant celui du croisement de mon parcours avec les rencontres architecturales que j'ai pu faire. Voilà, tout cela se passe bien évidemment au siècle dernier. Donc, cher Jean-Louis, je voulais en tout premier lieu te remercier de cette invitation à participer à ce colloque au Collège de France. Pascal Horry a fait ce matin le portrait de l'architecte en intellectuel. Or, un architecte est avant tout un praticien, une personne qui exerce son art et qui en a la connaissance et l'usage des moyens pratiques par opposition à théoricien. Je viens donc témoigner comme praticienne de l'écho que certains projets et édifices suscitent aujourd'hui. Mais dans le temps qui m'est imparti, j'effleure tout juste le sujet. J'en profite également pour montrer quelques réalisations construites dans le courant du XXe siècle que j'affectionne particulièrement et qui font partie de mes morceaux choisis. À l'occasion de la préparation du catalogue de l'exposition du pavillon français de la 14e Biennale de Venise, tu m'as demandé d'élaborer une liste de 25 bâtiments emblématiques constituant les jalons de la réflexion de la production en France depuis 1914. Je me suis alors interrogée sur les critères qui pouvaient étayer mes choix. En effet, comment faire pour en choisir 25 quand je pourrais en lister une centaine? Pour restreindre leur nombre, sur quels critères m'appuyer? Comment ne pas citer les incontournables que les historiens mettent en avant, Le Corbusier, Pingusson, Baudouin, Lotz, Prouvé, qui ont réalisé des œuvres majeures après la Deuxième Guerre mondiale. Confrontés au chantier du logement social et des grands équipements, il faudrait également évoquer la génération plus jeune, Pouillon, Dubuisson, Zerfus, Lopez, Ayot, qui a su innover dans le cadre rigoureux du rationalisme constructif. Et puis enfin, parler de ceux qui sont encore là et qui continuent pour une part d'œuvrer en ce début du XXe siècle. Nouvelles de Porzampar, Perrault, Ricciotti, Lacaton-Vassal. J'ai finalement décidé, comme tu t'adresses à moi, de croiser ces jalons de l'architecture moderne avec mon parcours. Une manière de personnaliser un peu plus cette liste et de la restreindre. J'ai pensé que si tes divers interlocuteurs faisaient de même, tu devrais recueillir un véritable panorama de l'architecture moderne en France au XXe siècle. C'est d'ailleurs peut-être ce qui s'est passé dans le cadre du catalogue que tu as pu publier pour l'inauguration de cette biennale. Et puis aussi, ce parti pris m'a permis de découvrir quelques beaux spécimens inconnus à l'occasion de mes recherches à la DRAC. Alors, ce parcours. Je suis née à Nantes comme tout le monde. Cette couverture de magazine est celle de la très belle revue régionale des Pays de Loire, qui se nomme 303, somme des chiffres des 5 départements qui la composent, et dont ce numéro hors série a été publié en 2007 sous la direction de Pierre Giquel, alors directeur de l'École régionale des Beaux-Arts de Nantes. Et je fais partie de ce fameux baby-boom de l'après-guerre. Mon père était issu d'une famille de paysans, comme plus de 50% d'ailleurs de la population française du début du XXe siècle. Il est né en 1914 à Landerneau,
dans la banlieue de Brest, et il appartient à cette génération de Bretons qui a dû apprendre le français à l'école. Ça, c'est une affiche qui était dans les cours d'école où il est indiqué, il est défendu de parler breton et de cracher par terre. Malgré ses origines très modestes, il a passé son baccalauréat, puis est rentré dans l'administration française, où il a fait toute sa carrière à la Direction générale des contributions indirectes. Cette introduction très personnelle, je m'en excuse, doit simplement vous permettre de replacer mon parcours, puisqu'il est le sujet de cette présentation, dans celui de l'architecture et de la politique de la France au XXe siècle. Je suis donc issue d'une petite bourgeoisie de province, famille nombreuse de 5 enfants, cas assez répandue dans cette période des 30 Glorieuses. Tout commence donc en 1971, lors de mon inscription en première année à l'école d'architecture de Toulouse, construite en 1970 et qui venait tout juste d'être livrée par Georges Candilis. Je vais revenir rapidement sur l'intervention de Jean-Louis Violot. Au sortir des révoltes, même si on en parle beaucoup de cette histoire de mai 68, je pense que c'est quand même important d'y revenir également. Donc, au sortir des révoltes de 1968, l'enseignement de l'architecture a été réformé en France par la création des unités pédagogiques d'architecture en remplacement de l'ancienne École nationale supérieure des beaux-arts. Cette réforme, au-delà des profonds changements pédagogiques qu'elle a engendrés, a démocratisé cette profession en permettant à toute une génération nouvelle et provinciale d'accéder au métier d'architecte, auparavant réservé à l'élite parisienne. Quelques années plus tôt, je n'aurais sans doute jamais pu choisir de monter à Paris faire mes études, la charge financière étant trop importante à assumer pour cette famille nombreuse. À la suite de mai 68 et de l'éradication de l'ancien enseignement des beaux-arts et de la création des unités pédagogiques d'architecture, tout était à inventer. Les enseignants sortaient tout juste de l'école, sans expérience professionnelle ou pédagogique, et ils n'avaient que quelques années de plus que moi. Ils enseignaient sans recul sur des programmes qui n'existaient pas encore. Ils découvraient la sociologie, qui donnait des outils d'analyse des villes, des quartiers, des habitants, mais point d'outils pour formaliser un projet. J'ai connu des étudiants de ma génération qui ont passé leurs 6 années à l'école d'architecture sans avoir jamais conçu ni dessiné un seul projet. Cette génération de diplômés se dirigera essentiellement vers les fonctions publiques d'État et territoriales. Enfin, une constatation également importante, nous étions 4 femmes dans ma promotion. Aujourd'hui, les femmes représentent 40% des diplômés. Cette période où les combats politiques et les débats de style furent menés dans l'effervescence du mouvement de mai 68 est restée longtemps confuse dans ma mémoire. Il aura fallu de longues années de pratique professionnelle, puis un retour bien plus tard comme enseignant dans cette même école pour réussir à démêler le sens de mon parcours dans l'histoire de cette période. Mais revenons à cette rencontre avec Georges Candilis dans cette nouvelle école d'architecture de Toulouse et aux recherches du Team 10 qui ont sans doute influencé certaines postures de l'architecture contemporaine. En effet, la notion de tissu continu développée par le Team 10 est réalisée dans le cadre du projet de l'école d'architecture de Toulouse et des maisons à patio du Mirail vient directement résonner aujourd'hui avec celle on ne peut plus contemporaine de notions du vivre ensemble et de densité urbaine qui peuvent donner lieu à une réponse formelle de même nature. Je pense au projet d'Armand Nouvet à Saintes pour la requalification du centre ancien, ou bien celui de Sophie Delay de l'agence Boscop à Saint-Joseph-de-Borterie qui utilise la forme urbaine de tissu continu comme outil de composition spatiale pour la réalisation de logements bas à haute densité. Jeune étudiante, ah oui, c'était celui-là, le projet de Boscop. Jeune étudiante, j'ai pu visiter le chantier du Mirail et les usines de préfabrication lourde. À cette époque, le chantier était trop vaste et mon inexpérience trop vertigineuse pour que je mesure l'ampleur de ce qui était à l'œuvre. La même année, je vous emmène vraiment en voyage, fut organisé un voyage d'études à Cergy-Pontoise pour découvrir le projet de la ville nouvelle et visiter la préfecture toute neuve de Cergy. Elle a été bâtie sur les plans de l'architecte Henri Bernard. L'opération de construction de la dalle était à peine commencée. Ce site est caractérisé par une urbanisation de type fonctionnaliste basée sur un concept de dalle,
zoning et séparation des circulations piétons-autos. On sait que ce concept initial a été par la suite abandonné et a cédé place à une urbanisation plus traditionnelle sur laquelle la ville s'est poursuivie. 4 décennies plus tard, j'ai pu livrer en 2012 le nouveau théâtre de Cergy, situé juste en face de la préfecture, au pied du verger, qui est le jardin du centre-ville et dont le terrain représente la seule trace du sol naturel du centre de Cergy. Il est pour cela considéré comme le cœur historique de la ville. La question de la forme urbaine donnée en son temps au centre initial de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise se pose inévitablement. Cet écoulement du temps, aujourd'hui rendu sensible, voit dans une courte période un bouleversement de toutes les valeurs et hiérarchies du paysage urbain. À l'occasion de ce projet, le projet du théâtre de Cergy, j'ai pris conscience de l'attachement des Cergy-Pontains à leur courte histoire, celle des dalles et des passerelles piétonnes. En effet, nous devions démolir une passerelle piétonne qui gênait le développement du projet au droit de la dalle de la préfecture. L'autorisation de cette démolition a dû faire l'objet de plusieurs réunions publiques pour expliquer aux habitants ce projet. La modernité semble imperceptiblement et inexorablement absorbée sur ce territoire, tellement ils ont eu du mal à accepter la démolition de cette passerelle. Des péripéties familiales m'ont ensuite fait revenir à Nantes, où j'ai pu terminer mes études. Nous sommes en 1972. À cette époque, l'école d'architecture était provisoirement installée dans des préfabriqués au sein de l'université de Nantes et juste en face de la faculté de droit et de sciences politiques construite par Louis Arech. 1971, donc c'était juste l'année d'après. C'est également donc l'époque des grands travaux de construction des sites universitaires en province, conduits par de grandes signatures. Louis Arech en est une des grandes figures marquantes. Architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux à partir de 1955, il reçoit la commande de nombreux édifices publics pour les ministères des Postes et des Finances ou de l'Éducation nationale pour les universités de Rennes et de Nantes. Puis l'école quitte le site universitaire, pris d'assaut par des groupes réactionnaires, pour se réfugier sur les bords de Loire, dans une ancienne friche industrielle. C'est le temps des luttes politiques au sein de l'école. C'est le non-temps de l'enseignement. Désœuvrée, j'ai commencé à déambuler dans la ville, cherchant les traces de son histoire. La ville, donc c'est la ville de Nantes, cherchant les traces de son histoire et surtout celles des comblements de la Loire et de l'Erne, son affluent. Comblements qui ont duré plus de 20 ans et ont fait perdre à la ville son nom de Venise de l'Ouest. J'ai finalement appris à la connaître à travers l'œuvre d'Étienne Coutan, qui fut l'objet de mon diplôme de fin d'études en 1978, complété d'une recherche Corda en 1982. Étienne Coutan fut un architecte de la ville de Nantes entre 1911 et 1940. Il entame un programme de restauration des grands monuments nantais, dans une optique radicalement différente de la pratique du XIXe siècle. Il ne s'agit pas de reconstruire, mais de mettre en valeur les vestiges en l'état en s'appuyant sur des éléments végétaux. En 1911, il est nommé directeur des services des plantations, de l'esthétique urbaine et de l'architecture à la mairie de Nantes. Parmi ses réalisations les plus remarquables, on peut noter le bâtiment de dépôt des tramways et bus de la Moronnière, construit en 1913. Très inspiré par ses voyages en Écosse et en Angleterre, il y subit l'influence du mouvement Arts and Crafts et en garde un goût pour la synthèse entre l'architecture moderne et l'architecture locale. Avec lui, j'ai appris à aimer les grands toits d'ardoise et le soin apporté aux détails architecturaux. Avec lui, j'ai pris conscience de l'importance accordée au végétal, aux parcs et jardins dans la ville. Presque à la même époque, Henri Sauvage construisait l'immeuble à gradins de la rue Vavin. Il a ensuite réalisé à Nantes les grands magasins de Cré. En 1931, bâtiment qui fut détruit lors des bombardements sur la ville. En suivant le cours du fleuve, la Loire et de ses affluents, la Sarthe, la Mayenne et la Maine jusqu'à l'océan, j'ai pu découvrir un certain nombre de réalisations dont les écritures variées sont issues du mouvement moderne. Je ne citerai que quelques exemples qui sont extraits de ma liste, la même liste, toujours la même liste. Ils font partie de cette collecte particulière que j'ai pu faire et qui s'apparente à ce que Emmanuel Ocar, poète et grammairien français,
appelait l'archéologue inhumain. Je cite Emmanuel Ocar. L'archéologie inhumaine est un créateur de regards. Il rencontre, il choisit, il cueille, il procède à des classements imprévisibles. Il invente des scènes inouïes qui obéissent à des critères non préconçus. Ces critères n'en sont pas moins d'une grande exigence. Il ne ramasse pas tout ce qui brille. Ce qu'il récolte est en adéquation avec ses affects. L'archéologie inhumaine est profondément affectueuse. Elle ne demande pas nécessairement un cerveau, mais elle requiert un grand cœur. Voici donc quelques éléments de cette collecte si particulière qui constitue mes morceaux choisis. La Caisse générale des accidents de Henri Viat, Nantes, ce très bel hôtel particulier à l'enseigne d'une banque aujourd'hui, dispose d'une magnifique coupole en verre et en acier. C'est un morceau choisi caché. La compagnie française d'aviation d'Ernest Bricard à Angers conserve encore les mosaïques réalisées par Isidore Odorico. Ce bâtiment inscrit à l'inventaire abrite aujourd'hui la Maison de l'Architecture et des Territoires. La cité-jardin de Rouspitz. Cette cité du Grand Clos est la première opération de reconstruction entreprise à Nantes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle s'inscrit dans le projet d'aménagement et de reconstruction de la ville et vise à répondre à l'urgence des besoins en logement. Très affectée par les bombardements, Nantes compte en effet, en 1945, 8000 maisons endommagées ou détruites sur plus de 1500 hectares, laissant environ 70 000 personnes sinistrées à reloger. Bâtie sur le modèle des cités-jardins initiées à la fin du XIXe siècle en Angleterre, elle est aujourd'hui entièrement habitée par des propriétaires et conserve son plan initial, séparant les flux piétons en cœur d'îlot des accès publics et véhicules sur rue et privilégiant les jardins. Bien sûr, il y a l'immense hôpital de Rouspitz, qui est un des premiers bâtiments publics de la reconstruction de Nantes. Il s'agit d'un projet de bâtiment nouveau, selon un plan en croix, comprenant des ailes autour d'un corps central, assurant une circulation verticale. L'architecte renonce à la structure de béton armé pour une structure métallique, plus légère, adaptée à la nature du terrain. La peau de pierre, initialement prévue, est remplacée pour des raisons budgétaires par un enrobage de béton enduit. L'écriture architecturale est simple, presque modeste. Ce monument, au cœur de la ville, à l'écriture architecturale moderne, est étonnamment construit d'acier et d'enduit. La cité radieuse de Le Corbusier à Rezé, figure marquante du paysage ligérien. Elle émerge sur la rive sud de la Loire comme un monument qui rivalise avec les flèches des églises environnantes. Cette cité n'a pas eu le même destin que celle de Marseille. Elle appartient toujours au bailleur social qui l'a fait construire, même si un nombre important de logements ont été vendus, créant une mixité sociale au sein de la résidence. On connaît bien aujourd'hui les principes qui sous-tendent ces constructions isolées, traces des utopies de la Charte d'Athènes. J'ai découvert également le restaurant scolaire qu'il a construit à Marcon avec Woginski et la villa Chupin à Saint-Brévin, petite ville balnéaire au sud de la Loire. J'ai également été très impressionnée par l'église de Donge de Jean et Charles d'Orient, édifice religieux presque inconnu à l'écart des routes touristiques qui mènent à la Baule et sur la côte sauvage. Et puis, bien sûr, je suis arrivée à Saint-Nazaire. Il est impossible de ne pas évoquer les villes de la reconstruction, et notamment Saint-Nazaire, détruite à 90% pendant les bombardements de 1945, puis reconstruite sur les plans de l'architecte Le Maresquier. Après le traumatisme de cette destruction, puis d'une reconstruction inspirée des principes rationalistes et progressistes, la question que pose Koulas pour la 14e Biennale de Venise, Absorbing Modernity, s'est posée pendant près d'un quart de siècle dans cette ville. Personne n'adhère à cet urbanisme, ni ses habitants, ni ses élus, ni ses visiteurs. Jusqu'aux années 90, où, grâce à l'humanité et l'intelligence de son maire, Joël Batteux, s'est initié un mouvement de réconciliation. Il me semble qu'est à l'œuvre dans cette ville l'absorption de la modernité. Quelques beaux spécimens d'architecture moderne méritent le détour à Saint-Nazaire, et notamment la Soucoupe. Ce palais des sports fut construit entre 1963 et 1970 par les architectes Visuzen, Longuet et Rivière. La Soucoupe est construite sur le principe de voile de béton. Les cercles de béton sont posés de manière concentrique pour obtenir la calotte sphérique. La toiture est également pensée pour être la plus légère possible.
Elle est traitée à la manière d'une roue de vélo. Sur des câbles en rayon sont disposées 3 couches de matériaux en sandwich, polyvinyle, polystyrène et plaques d'étanchéité. La masse de la toiture est de 12 kg par mètre carré. La calotte sphérique mesure 83 mètres de diamètre, 21 mètres de hauteur et 48 mètres de diamètre à sa base. L'ensemble de la structure pèse 900 000 tonnes. Une fois bien installée dans les Pays de Loire, ayant pu découvrir les qualités de ses paysages et de son architecture, j'ai commencé une transhumance presque hebdomadaire à Paris, à l'occasion de quelques projets et chantiers à construire. S'il y a un bâtiment qui accueille ceux dont le regard fouille sans cesse les écritures urbaines, c'est bien l'immeuble Mouchotte de Dubuisson, construit en 1966 à Montparnasse, avec sa façade si caractéristique au tartan finement dessiné. Ce bâtiment fut détesté par mes aînés, tant il représentait le pouvoir des architectes de l'époque, souvent Grand Prix de Rome, comme l'était Dubuisson, et qui se répartissaient alors la commande. Je l'ai pour ma part toujours admiré, comme l'exemple d'un motif magnifiquement réalisé. Il vient de plus faire écho aujourd'hui à toutes les questions contemporaines à l'œuvre dans l'architecture du XXIe siècle et qui développe les notions de peau comme interface active des limites entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments. À cet égard, j'ai présenté en janvier 2012 à la Galerie d'Architecture une exposition dont le titre est évocateur, du projet au motif, ce qui se trame. J'en arrive à la charnière entre le XXe et le XXIe siècle, pour laquelle je propose 4 bâtiments emblématiques. Un projet de Barthaud et Barthaud, architecte minimaliste s'il en est, l'hôtel La Pérouse. Ce dernier fait un clin d'œil aux immeubles du XVIIIe siècle nantais, fondés sur des pieux de bois et qui, suite au comblement de la Loire en centre-ville, ont subi des déséquilibres. Bernard Barthaud a construit un immeuble neuf, mais légèrement penché, comme ses voisins. Une manière de tisser des liens de bon voisinage. Un projet de Jean Nouvel et Myrto Vittard, Onyx. Ce théâtre est implanté sur un parking de centre commercial. Il participe à l'émergence des grandes zones commerciales en France. L'histoire de ces centres commerciaux débute réellement à la fin des années 70. À cette époque, seules quelques galeries commerciales existent déjà sur le territoire français. L'ouverture de Paris 2 et Cap 3000 marque l'entrée dans une nouvelle ère, celle des grands magasins à l'américaine. En périphérie de la ville de Nantes, la zone d'Atlantis a été créée en 1987. Cette vision à l'américaine, comme dirait mon oncle de Jacques Tati, de mêler culture et commerce de masse, a été un véritable pari qui s'est appuyé sur la mutualisation des stationnements et l'ouverture des restaurants implantés sur le site le soir, après la fermeture des commerces. Le troisième exemple de cette époque charnière entre le XXe et le XXIe siècle que j'ai choisi est la Cité manifeste de Mulhouse. Cette réalisation est confiée, sous la coordination générale de Jean-Paul Robert, à 5 équipes réunissant des architectes de renom. Jean Nouvel, Shigeru Ban, Jean de Gastine, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, Duncan Lewis, Guy Népotin plus Bloch, Mathieu Poitvin et Pascal Reynaud. La mise en lumière du Hayan Kersalé et la communication sont prises en charge par la ville de Mulhouse, qui insère la requalification du quartier de la Cité dans le GPV, Grand Projet de Ville. La première entrée commune à toutes ces opérations est le choix de l'habitat individuel comme typologie à réinvestir et à réinventer en dehors du modèle pavillonnaire, du lotissement périurbain et du produit d'accession à la propriété. Cet habitat individuel y est envisagé comme objet de recherche architecturale et de performance constructive comme forme appropriée à la fabrique de la ville, recélant des qualités d'urbanité, enfin comme espace d'expérimentation de nouvelles pratiques d'habiter. Bien que depuis 20 ans, l'avant-garde du logement néerlandais et espagnol ait elle aussi bousculé les modèles, l'expérimentation de la Cité manifeste est en France le premier grand projet de logement du XXIe siècle à placer dans la lignée des expériences successives fondées par l'unité d'habitation de Marseille ou de Nantes.
Enfin, pour finir, l'école d'architecture de Nantes de Lacaton-Vassal, en 2009, est un bâtiment emblématique de l'architecture des années 2000 et de la position radicale développée par ces architectes qui constituent aujourd'hui un véritable courant idéologique et stylistique. Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, sur les traces de Jacques Ondelatte et de Patrick Bouchain, ont mis au point une pratique de conception qui s'appuie sur deux principes de base. Celui d'offrir plus de surface pour un moindre coût et celui d'utiliser des composants industriels bruts pour y arriver. L'école d'architecture de Nantes est constituée principalement de béton brut, charpente métallique et polycarbonate. Mon parcours prend fin sur cette image, d'une école à l'autre, qui met en perspective deux époques, deux styles, une séquence de modernité et un parcours personnel entre les deux. Je vous remercie pour votre attention.